Sergio Bitar, bonjour. Très brièvement, parce que nous avons peu de temps, 3 qualificatifs. Ancien membre du gouvernement de l'unité populaire de Salvador Allende, ancienne victime de la dictature. Le livre de vos souvenirs est actuellement traduit en français et va être présenté au Salon du Livre. Également ancien ministre des gouvernements de Ricardo Lagos et Michel Bachelet, fondateur d'un parti de centre-gauche au Chili, le PPD, et écrivain également des transitions démocratiques. Le dernier livre traduit en français que vous venez de publier. Quel est le qualificatif pour vous le plus important? Fondateur du PPD, ancien ministre Salvador Allende, ancien prisonnier qui a vécu des moments très difficiles en 1973, en 1974, prisonnier de la dictature de Pinochet, ou un peu plus tard, ministre de la nouvelle démocratie chilienne. C'est une question pas facile de répondre, mais je dirais que le moment qui change ma vie, c'est le coup d'État et la destruction de la démocratie chilienne. Le 11 septembre, le 11 septembre 1973. Et à ce moment-là, tout est changé. Les idées que nous avions de que la démocratie était comme la cordillère de los Andes et que personne ne pouvait la changer, et tu te rends compte que c'est comme un jardin qu'il faut arroser tous les jours pour qu'elle se développe. La dignité humaine, la liberté. Alors je me suis dit, je vais lutter toute ma vie pour retrouver la démocratie chilienne et la reconstruire avec justice. Donc j'ai dédié ma vie à ça. Mais ça, c'est un point d'inflexion. D'accord. Il se trouve que j'ai lu d'abord Transition démocratique, qui est un livre extrêmement intéressant sur le passage des dictatures dans différents pays du monde vers la démocratie, et j'ai lu ensuite le souvenir de vos années d'emprisonnement dans des conditions extrêmement difficiles, où là, vous avez vécu une transition à l'envers, une transition de la démocratie à la dictature. Et est-ce que vous pensez que ce genre de transition ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui pour différentes raisons? Le constat que l'on peut faire d'ailleurs, c'est qu'actuellement, en Amérique latine, je ne dis pas qu'il y a des transitions à l'envers, mais il y a des atteintes à l'ordre démocratique dans des pays d'orientation très différentes, le Brésil, le Honduras, le Paraguay ou le Venezuela. Qu'est-ce que vous pensez de cette considération? Ma première réaction, c'est que le texte de mémoire comme celui-ci, se rappeler des événements, connaître l'histoire est essentiel pour construire le futur. Si on ne se rappelle pas de ce que nous avons fait, on peut répéter. Donc, je vois qu'aujourd'hui, la démocratie, après tout ce qu'elle a souffert de la destruction en Amérique latine, c'est devenu plus forte. Donc, je vois un processus de progrès démocratique avec des défis beaucoup plus grands et différents qu'avant. Et ici, le risque de retourner à des systèmes hybrides qui naissent comme démocratie, ils deviennent plus autoritaires, que c'est le cas de la Venezuela, par exemple, ou des transitions qui avancent très lentement, comme le cas de Cuba, bien sûr pour des raisons internationales des États-Unis et d'autres, mais aussi pour des raisons internes. Donc, ce que je vois maintenant, c'est la nécessité de définir quels sont les points critiques pour assurer que le progrès démocratique vis-à-vis de la corruption, vis-à-vis l'ordre contre la violence, vis-à-vis le développement économique, la croissance, mais essentiellement vis-à-vis l'inclusion et le respect des droits de l'homme, puisse marcher sans reculer. Ça, c'est le point essentiel, et je crois qu'on va vivre dans le futur en période démocratique en Amérique latine en général, avec beaucoup de mouvements sociaux. Et les partis vont avoir besoin d'un changement important. Donc il faut travailler à ça. Ce n'est pas facile, mais je confie que la démocratie latino-américaine va sortir bien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un défi important, c'est celui de transmettre une expérience aux nouvelles générations?
Parce que le constat que l'on peut faire, on peut le faire au Chili, mais aussi en Espagne, c'est que les nouvelles générations ont un regard assez critique sur les conditions dans lesquelles se sont opérées les transitions démocratiques et sont tentés de renverser, de jeter le bébé. Je ne sais pas si c'est avec l'eau du bain, mais c'est quand même un défi qui me paraît assez grave parce qu'il peut porter atteinte à ce qui a déjà été acquis. Bon, je dirais que tous les grands mouvements de centre-gauche qui comprennent le changement comme un processus consécutif de réforme, avec l'appui de la plupart de la population, pour s'assurer que ça ne rétrocède pas, ne recule pas, ont toujours un groupe d'extrême gauche qui va le attaquer. Il y a toujours des gens qui croient qu'ils peuvent faire les choses dans une minute. Et tout ce que tu fais comme changement ne marche pas. Alors, il faut avoir une politique pour absorber ces groupes. Il y a des gens très bien, mais d'autres, mais lutter aussi contre cette idée si radicale qui méprise le processus de réforme, qui n'avait pas une autre façon de le faire, et qui, à la fin, aide à la droite. Ça se passe toujours. Ça, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est que la responsabilité des leaders politiques qui ont fait et qui ont cette vision plus graduelle de transformation doivent transmettre leur connaissance à la jeunesse. Non seulement les discussions idéologiques avec des groupes d'extrême gauche, qui est naturel en politique, mais aussi démontrer pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Et ne pas tomber de ce qu'on appelle le présentisme, que tu analyses le passé avec les yeux d'aujourd'hui, avec la liberté que tu as aujourd'hui, sans comprendre le moment que tu... On a ce problème en Amérique latine. On le voit partout. En Espagne, on le voit au Chili bien clairement. Mais à la fin... Si on est clair et on persiste, la plupart de la population vote. Nous avons été au pouvoir, heureusement, on a gagné les élections depuis 1990 jusqu'à 2010 et de nouveau de 2014-2018. C'est une des périodes les plus longues d'une même coalition de centre-gauche au gouvernement dans le monde. Et est-ce que, il y a un des problèmes qui est souvent posé dans ces passages de la dictature vers la démocratie, comme il peut être posé aussi dans les cas de conflits intérieurs, comme en Colombie, c'est celui de la contradiction entre justice et démocratie, justice et paix, avec tout le problème de la justice transitionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un des points les plus complexes. Ouais. Parce que dans l'étude qu'on a faite, qui a été publiée en France, sur les transitions démocratiques de 9 pays de l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe, un des points sur la justice transitionnelle est toujours une clé. Et on trouve des situations très diverses. On trouve des cas d'amnistie. Par exemple, l'Espagne, mais qu'on discute pourquoi l'amnistie, ils vont dire que c'était l'amnistie pour des gens qui luttaient contre Franco, aussi. L'amnistie au Brésil, on a passé une loi qui, après, Dilma Rousseff a essayé de changer. Et ça n'a pas pu être, c'était pas possible. Et aussi, on a le cas de la Pologne, quand Mazowiecki, avant la chute du mur, le dit, on va tracer, il dit, a thick line, une ligne large, entre le passé et le futur, pour pouvoir avoir une unité nationale, sont de 3 cas de ce type. De l'autre côté, on a le Chili, qui a, encore aujourd'hui, ça avance, il y a beaucoup de militaires qui sont à la prison, et la justice a avancé. Non tellement comme chacun voudrait, mais c'est le pays qui a avancé le plus. Là même, les Argentins qui ont mis en prison un ancien président. Et on a le cas intermédiaire de la Sud-Afrique, dans lequel ils ont utilisé l'expérience chilienne de la Commission de vérité et réconciliation, et même Elwin, le président chilien, est allé avec Mandela, on a parlé de ça, mais ils n'ont pas passé à l'étage de la sanction judiciaire, mais seulement la déclaration de la personne concernée en disant la vérité. S'il disait la vérité, ça, c'était une reconnaissance et ça suffisait. Mais ce sont des situations complètement différentes et ça dépend des conditions de pouvoir pour arriver à une démocratie
possible. Dans notre cas, nous pensons qu'il n'y a pas de démocratie véritable si les gens sentent que l'injustice est là. Et il n'y a pas une reconnaissance à ce que tu as souffert. De l'autre côté, il ne peut pas y avoir non plus de consolidation d'un compromis démocratique s'il n'y a pas des formes de pardon. Des formes de pardon. Et à la fin, ma vision, c'est que si tu veux la démocratie, tu veux lutter par la démocratie, tu dois installer des institutions et des structures qui respectent les droits de tout le monde, même de tes ennemis, et spécialement des ennemis pour montrer la supériorité morale. Le pardon, ça dépend des gens. Oui. Et ça dépend de que l'autre personne demande d'être pardonnée. Mais moi-même, quand on me demande, je dis, mais je veux pardonner à qui? Ils ont tué mes amis. Non, ce que je fais est ce que je peux vivre avec les autres, mais sous certaines conditions d'état de droit. Donc, ma tâche, c'est construire l'état de droit. Et est-ce que la vérité n'est pas une forme d'obligation dans ce genre de situation? Je crois que le plus important pour la victime, c'est qu'on connaisse ce qui s'est passé avec lui. Après, bien sûr, c'est une sanction à celui qui a violé les droits de l'homme. Mais au moins la vérité. Donc, même si c'est très tard, c'est mieux la vérité pour la famille, pour les amis, pour les partis, pour les gens qui ont partagé une vie, qui est le silence. Donc, et faire la vérité, c'est pas un désir de vengeance, c'est pas un désir de diviser le pays, c'est de faciliter l'unité nationale. Est-ce que les musées de la mémoire, quand il y en a un certain nombre, notamment dans les pays d'Amérique latine, ont un rôle important dans cette réconciliation de la société et consolidation de la démocratie? Au début, c'était la réaction des gens qui étaient plus proches de la dictature, c'était de dire « Pourquoi vous voulez faire ça? Vous voulez aller dans le passé et réouvrir tout? Non, non, non. » Mais à la fin, on se rend compte, spécialement quand la génération sous exil vient, que c'est une façon de se connaître. Et quand on se connaît, on peut résoudre le problème. Si on ne se connaît pas, on ne reconnaît pas la vision de l'autre et d'accepter qu'il y a des différentes visions, on ne peut pas faire un pays. Donc je crois que ça, c'est très important et que la mémoire est clé. Et la mémoire se construit non seulement avec des livres, avec de la musique, avec de l'architecture, avec les espaces publics, avec le film. La télévision aussi au Chili. Il y a une série sur le vicariat de la solidarité. Exactement, depuis plusieurs années. 20 ans, 30 ans, ça revient. Donc, la mémoire, plusieurs fois, est latente. Mais, même si les gens disent, bon, il n'y a pas de mémoire, c'est très fragile, non. Si une société produit des documents, l'enseigne aux étudiants à l'université, à l'école, ça sème dans le pays, et alors ça devient une partie de la culture. On arrive au bout de notre entretien. J'aurai deux dernières questions. La première, j'ai vu que ce livre, Les transitions démocratiques, était présidé par un ancien président de la Tunisie, qui est le pays phare des printemps arabes. Mais pourtant, dans les témoignages de ce livre, on parle peu, finalement, des printemps arabes. Est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est le projet éditorial qui s'est trouvé tellement avancé qu'il a été dépassé par la réalité? Après que Moubarak a tombé et qu'il vient d'être mis en liberté il y a près de jours, les gens, une institution qui est à Stockholm qui s'appelle International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, a dit comment est-ce qu'on pourrait aider au printemps arabe, au pays, mais aux leaders jeunes, politiques. Si on puisse les montrer les expériences des autres, ça peut les aider. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'analyser des expériences qui ont succédé, qui ont eu de bons résultats, et voir à travers les présidents qui l'ont précédé, qu'est-ce que c'est la chose la plus importante que vous pouvez dire aux autres pour les nouvelles transitions. Et donc, on n'a pas pris les pays arabes, parce qu'on a pris des transitions qui étaient déjà développées et avaient réussi. Et dernière question, elle concerne votre pays, le Chili. Quel est le principal défi qui est posé aujourd'hui à la démocratie chilienne, tout en
sachant qu'il y a un rendez-vous important dans quelques mois, c'est celui des élections présidentielles. Le Chili, comme tout le reste de l'Amérique latine, a un défi à mon critère essentiel, que c'est la gouvernance pour faire un changement en démocratie. Que la démocratie puisse être approfondie. Et ça veut dire au moins, un changement institutionnel qui touche les sujets électoraux, de la transparence, de la participation citoyenne, de passer d'une démocratie représentative à un complément de plus de participation. Deuxièmement, l'inclusion sociale, parce que les différences, la pauvreté et l'inégalité est très forte, donc les biens publics, l'éducation, la santé publique, etc., ça devient un deuxième très grand défi. Et le troisième, pour moi, c'est le changement de la structure productive, d'avancer à un niveau de productivité au-delà des ressources naturelles, beaucoup plus de technologies, d'éducation technique pour élever la productivité et s'en sortir de cette situation et pouvoir maintenir un taux de croissance plus rapide pour faire possible la croissance. Et bien sûr, ces derniers, dans le sens plus profond de le changement climatique et les objectifs de développement sustentable 2030 qu'on a accordé chaque pays avec le monde à travers les Nations Unies. Merci. Merci à vous.